Alors, ça fait maintenant plus de 6 mois que la réforme LPP a été refusée par le peuple en septembre 2024. Mais malgré ce refus, il est intéressant de se demander quels sont les enseignements qu'on pourrait garder pour construire une prévoyance solide. Je m'appelle Christophe Cavin et j'ai le plaisir de partager ce webinaire aujourd'hui avec Patricia Thurer, spécialiste en prévoyance professionnelle à Retraite Populaire. Nous allons vous présenter nos réflexions tout au long de ce webinaire et si vous avez des questions, n'hésitez pas évidemment à les poser tout au long du webinaire. Vous avez 2 boutons en haut de l'écran, conversation ou questions et réponses. Utilisez celui que vous préférez. Par contre, on prendra ces questions à la fin du webinaire. Cette présentation vous sera envoyée dans la journée et ce webinaire enregistré et la vidéo vous parviendra dans quelques jours, le temps que nous fassions quelques montages. Avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques mots sur Retraite Populaire. Retraite Populaire a été fondée en 1907. Nous sommes une institution de droit public, sans but lucratif et sans actionnaires à rémunérer. Depuis plus de 100 ans, nous facilitons l'accès à la prévoyance pour tous les Vaudoises et tous les Vaudois, avec des valeurs d'efficience, de fiabilité, de proximité et de responsabilité. Et point également important, nos conseillers ne sont pas rémunérés au volume d'affaires. Ils ne sont pas commissionnés non plus, donc c'est vraiment un gage de conseil neutre et désintéressé. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Patricia, rappelle-nous les tenants et aboutissants de cette réforme LPP 21. Vous vous rappelez, il y a à peu près 8 mois en arrière, le 22 septembre 2024, bon, ce n'était pas le jour de mon anniversaire, mais il y a eu des votations qui ont été soumises au peuple. On a lu dans la presse des encarts de différents partis politiques que nous avons pu lire. Il y avait des oui et des non. Toutefois, précision importante par rapport à ceci, ces votations qui ont eu lieu ne concernaient que le minimum LPP. Qu'est-ce que ça veut dire que si ça concerne que le minimum LPP, c'était environ uniquement un tiers des 4,6 millions de personnes actives et affiliées au deuxième pilier. Donc, on voit qu'il y avait uniquement des entreprises qui ont de minimum LPP, donc 33% des entreprises ont des employés soumises au deuxième pilier strictement minimum. Il faut savoir que les grandes entreprises ou les entreprises de droit public sont en général déjà dans du surobligatoire. Donc, c'est vraiment pour poser le cadre. On avait une réforme qui touchait uniquement une partie des employés soumis à la LPP. Mais avant de débuter le sujet, un petit historique, parce que la LPP, comme vous le remarquerez, n'est pas un long fleuve tranquille. Depuis sa création, donc en 1985, entrée obligatoire de la loi, il y a déjà eu une première révision. Aucune votation n'a eu lieu lorsqu'il y a eu cette première révision, donc en 2004. Et là, le taux de conversion, qui était de 7,2 en 1985, a passé à 6,8, sans qu'il y ait bien sûr de votation politique. Quelques années plus tard, en 2010, là, il y a eu une votation avec la proposition de rediminuer ce taux de conversion. Il y a eu un rejet total de ce taux de conversion ou de cette baisse de conversion. En 2017, le Conseil fédéral a prévu un paquet, parce qu'on parlait de prévoyance professionnelle, mais aussi de l'AVS, pour aussi principalement diminuer ce plan de prévoyance. Et comme dans toutes les votations, lorsqu'il y a un paquet, en général, ça a été non. Et on arrive en 2024 pour la votation que vous connaissez, qui est date du 22 septembre de l'année passée, avec les sujets qui vont faire partie de ce webinaire. Cette réforme, intéressant à savoir aussi, elle s'appelle LPP 21. C'est intéressant, LPP 21 jusqu'en 2024, donc il y a 3 ans, parce que l'objectif principal, c'était de passer cette réforme en l'année 2021.
Voici donc les différents points qui étaient intitulés dans cette réforme. L'objectif principal, c'était d'améliorer la couverture pour les employés travaillant à temps partiel ou les petits salaires, qui sont, comme je le rappelle, dans la loi mal assurés. Pour garantir aussi les rentes futures, l'objectif, c'était de diminuer le taux de conversion, donc de le diminuer à 6%, par palier, bien sûr, et puis ça permettrait de renforcer l'avenir pour les gens, pour leur retraite, en augmentant les cotisations d'épargne. Ça, c'est par rapport aux objectifs de la LPP. Les votations ont eu lieu, 22 septembre. Je vous rappelle que le non était à 67,13%, donc un très clair non par rapport à cette votation qui n'a pas passé, comme vous le rappelez. Effectivement, cette réforme a été largement refusée par le peuple. On voit avec les chiffres sous les yeux. J'imagine, comme souvent, dans un projet de loi, il y a quand même des éléments intéressants et que tout n'est pas acheté, et qu'il y a des éléments intéressants qui pourraient être repris. Qu'en penses-tu, Patricia? Oui, en effet, en tant qu'employeur, je propose 3 questions à se poser, donc je vais développer ces 3 questions. Pour vous, en tant qu'employeur, la LPP, c'est quoi? Est-ce que c'est des charges supplémentaires? Ça vous coûte cher? Est-ce que c'est du salaire indirect qu'on n'a pas besoin de déclarer au fisc? Est-ce que vous utilisez la LPP pour attirer des talents ou pour retenir vos employés? Et en fonction de ça, vous pouvez faire une photo de votre entreprise à ce jour-là. Donc aujourd'hui, c'est quoi mon entreprise? Combien j'ai d'employés? Quels sont les âges des personnes que j'assure? Est-ce que j'ai des temps partiels? Quels sont les salaires? Petits, bas? Combien de personnes je dois assurer au niveau de la LPP? Et puis aussi savoir si, par exemple, dans votre entreprise, vous avez des métiers différents. Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent sur les chantiers et d'autres personnes qui sont à l'administratif? Comme ça, vous faites la photo aujourd'hui de votre entreprise. Et avec ça, vous pouvez continuer dans votre réflexion. Mais aujourd'hui, on parle de LPP, donc ce n'est pas juste faire la photo de l'entreprise, c'est de savoir comment vous êtes assuré au niveau de la prévoyance professionnelle. Donc, au niveau de la prévoyance professionnelle, vous devez savoir comme vous êtes affilié pour la retraite ou pour l'invalidité, s'il y a des cas d'invalidité suite à une maladie, et malheureusement, en cas de décès, que prévoit votre plan de prévoyance. Comme ça, vous faites une situation actuelle de votre plan de prévoyance pour porter la réflexion un peu plus loin. Effectivement, trois bonnes questions à se poser. Et c'est vrai qu'avant toute chose, avant toute réflexion, il est toujours bon de s'arrêter un moment, de savoir où on en est. Alors maintenant, cette réforme LPP, Patricia, quels sont les éléments que tu trouves intéressants à reprendre? Là, le premier élément important à reprendre, mais avant, je vais vous faire un peu de théorie, c'est la définition du salaire assuré dans la LPP. Comment on est assuré dans la LPP? Vous le voyez en face de vous par rapport à ce salaire assuré qu'on dit LPP. Je pense que plusieurs personnes, c'est de la répétition, mais c'est bien de recommencer à mettre le doigt sur ce salaire assuré. Dans la LPP, on a son salaire AVS qui est assuré et on lui ôte ce qui s'appelle une déduction de coordination, donc un petit morceau qu'on entre deux, et puis il reste un salaire et c'est sur cette base de salaire qu'on va calculer pour votre retraite et puis pour les prestations invalidité ou décès, combien ça coûte et combien est-ce qu'on aura de retraite au final. Et vous vous rendez compte que toutes les personnes qui sont en dessus d'un salaire assuré de 90 et quelques mille francs, elles ne sont pas assurées entièrement dans la LPP, puisqu'on ôte cette déduction de coordination de 26 000 environ, et puis on l'assure qu'entre deux, toutefois en ayant un plafond à 60 000 francs. Par contre, pour les personnes qui n'ont pas ce montant, donc on parle d'un seuil d'accès dans la LPP qui est de 22 000 francs, cette personne ne sera jamais assurée dans la LPP si son employeur fait un plan strictement conforme à la loi. Je prends un exemple d'un
salaire annuel de 40 000 francs, je lui ôte la déduction de coordination et mon plan de prévoyance sera assuré sur un montant de 13 540 francs. Mais, comme j'ai travaillé à un taux réduit, la proposition, c'est de prendre ce salaire assuré, cette déduction de coordination, et de la faire en fonction de mon taux d'activité. Donc, je prends mon taux d'activité de 40%, je prends le montant de déduction de coordination, je le fais fois 40% et je me trouve dans un salaire assuré de 29 416 au lieu de 13 540. Vous imaginez déjà là, le salaire, il a fait un bond, donc je serai bien assurée pour ma retraite ou pour mes prestations invalidité et décès. C'est important d'être bien assuré. Je prends l'exemple d'une entreprise qui a des employés qui ne sont pas soumis dans plusieurs plans de prévoyance parce que la déduction de coordination n'est pas en fonction du taux d'activité. Surtout si j'ai un salaire qui est en dessous du minimum d'affiliation de la loi de 22 000, je n'aurai jamais de prévoyance professionnelle. Mais on peut encore faire mieux, c'est-à-dire qu'on note entièrement ces déductions de coordination. Donc, j'ai mon salaire de 40 000 francs qui est affilié entièrement dans ma prévoyance professionnelle. Et ça, c'est important comme base pour mon futur par rapport à ma retraite ou mes prestations d'invalidité et de décès. Effectivement, Patricia, voilà des pistes intéressantes pour améliorer la situation des personnes travaillant à temps partiel et des bas salaires. Dans les objectifs que tu nous avais montrés, on a vu que la réforme LPP 21 parlait aussi de la baisse du taux de conversion, tu en as parlé, et finalement de la problématique du renforcement de l'épargne pour combler cette baisse du taux de conversion. C'est vrai que tu l'as précisé, le taux de conversion aujourd'hui est de 6,8%. Mais finalement, on a énormément de caisses en Suisse, la grande majorité des caisses en Suisse, que ce soit des caisses publiques, privées, etc., appliquent déjà des taux de conversion inférieurs à 6,8%. Donc ce taux de conversion, c'est le taux qui sert à convertir le capital en rente au moment de la retraite. Donc finalement, Patricia, que peut-on faire pour compenser cette baisse de taux de conversion et améliorer la situation de nos futurs retraités ? Alors la solution, on l'a vu, c'est, on parlait de la déduction de coordination, c'est d'assurer à partir du premier franc déjà, première solution. Mais si on veut garder ce salaire assuré qui est prévu dans la loi, on peut modifier l'échelle de contribution pour les bonifications de vieillesse. Qu'est-ce que c'est que les bonifications de vieillesse? La loi, elle a dicté depuis 1985, ça par contre, ça n'a pas bougé, une échelle selon l'âge dans laquelle on se trouve pour pouvoir fournir de l'épargne pour sa retraite. Donc, si j'ai 25 ans cette année, on ne dira pas, mais je n'ai pas 25 ans, je dois cotiser avec mon employeur du 7% pour ma retraite, en général 50-50%. Et puis, sur le salaire assuré, avant on a parlé du salaire assuré, donc c'est mon salaire AVS moins ma déduction de coordination. Et après, on va cotiser 7, 10, 15, 18% avec son employeur pour constituer son épargne finale. La proposition intéressante pour compenser en quelque sorte ce taux de conversion, c'est d'augmenter cette contribution. Alors, par exemple, on peut augmenter 2% pour tout le monde ou par palier en disant plus on s'approche de la retraite, moins on aimerait payer. Ma solution numéro 3, je laisse à 18% pour les personnes qui s'approchent à l'âge de la retraite. Et après aussi, peut-être faire pour tout le monde le même taux de cotisation pour l'âge de la retraite. Ça permet d'avoir une augmentation de cotisation, mais aussi de prestations à l'âge de la retraite. Pour moi, c'est une bonne solution pour pouvoir tous les mois mettre un peu d'argent de côté sans le reprendre après à la fin, mais c'est pour sa retraite et c'est très important. Merci pour ces solutions. On voit que l'éventail des possibilités est relativement large. Et chaque entreprise devrait pouvoir trouver finalement des solutions qui correspondent à leur situation propre. Au niveau de la LPP, enfin de la réforme LPP, si je me souviens bien, donc il y avait beaucoup d'accent sur la retraite et je ne me rappelle pas avoir entendu parler des prestations risques
invalidité et décès, et qui sont effectivement, tu l'as aussi dit, qui sont très importantes pour soit se couvrir en cas d'invalidité ou ses proches en cas de décès. Alors ces prestations, dans le cadre du minimum légal, Patricia, est-ce qu'elles sont toujours adaptées au mode de vie actuel? En effet, l'invalidité et le décès, ça a été les grands oubliés de la prévoyance professionnelle. Et puis, par rapport, je vous refais un peu de théorie, les prestations dans la stricte loi LPP sont calculées en fonction de l'avoir des personnes. Et on sait qu'aujourd'hui, le parcours de vie des personnes est comme la LPP, pas un long fleuve tranquille. Donc, il peut y avoir des divorces. Et vous savez, quand il y a divorce, on doit faire un calcul et on doit donner une partie de son avoir à son ex-conjoint. Donc, si on est dans un plan selon la stricte loi, son avoir actuel est peut-être 100, on doit donner la moitié, on fera les calculs uniquement des prestations sur un montant de 50. Donc, les prestations en cas d'invalidité et de décès sont bien diminuées. Et puis, par exemple, si vous pouvez construire une maison, on a aussi l'encouragement de la propriété du logement. C'est aussi la solution. On peut se dire, au lieu que mon argent soit dans le deuxième pilier, je prends une partie pour construire ma maison. Et là aussi, les prestations, invalidité et décès, seront constituées en fonction de votre avoir. Donc, il y aurait des prestations invalidité et décès très, très basses. Donc, un conseil est regarder autour de vous, regardez comment est constitué votre plan de prévoyance. L'idée, c'est de bloquer ces prestations en fonction du salaire assuré dans le plan de prévoyance. Et quel que soit le parcours de la personne, ils seront toujours fixés en fonction du salaire. Donc ça, regardez ce soir ou cet après-midi dans vos plans de prévoyance si ces prestations sont calculées de la sorte. Je vous conseille, c'est très important. Très bien. On voit que beaucoup de choses, peuvent être faites. Il y a encore quelques questions au niveau des concubins, des rachats en cas de décès, coordination. Comment tout ça se passe? Alors, ça, c'est une information aussi importante. Dans la stricte loi, il faut être marié pour toucher une rente de veuf ou de veuve. Donc, un conseil, ayez à l'esprit, par exemple, chez Retraite Populaire ou Profelia, les concubins sont pris en considération. Il y a des paramètres à remplir, c'est clair, c'est 5 ans de vie commune, mais il faut annoncer cette personne. Donc, ayez ça à l'esprit par rapport à votre réflexion, savoir comment sont assurés les concubins. Le deuxième point aussi important, le rachat en cas de décès. Imaginez, vous faites des rachats en cas de décès, votre plan de prévoyance ne prévoit pas la restitution du montant de rachat. Je fais 10 000 francs de rachat cette année, je décède, mon conjoint survivant touche sa rente et c'est tout. Toutefois, si ces rachats sont convenus d'être versé en plus de la rente dès le début, mon conjoint survivant va toucher sa rente, mais en plus les rachats que j'ai faits en capital en un seul morceau. Donc, ayez à l'esprit aussi ça, savoir comment est-ce que vous êtes affilié auprès de votre institution. Le dernier point aussi, on l'oublie souvent, j'ai parlé de l'invalidité avant, savoir comment vous êtes assuré auprès de votre assureur maladie pour qu'il y ait une coordination entre l'assureur maladie et la LPP et pas qu'on se retrouve en surassurance en cas d'invalidité suite à une maladie. Donc, ces 3 points, si vous devez retenir ça, n'ayez pas peur de discuter ou de poser des questions pour savoir comment vous êtes assuré. Effectivement, des points très, très intéressants et très utiles. Donc finalement, il y avait pas mal de choses positives dans cette réforme, malgré son refus par le peuple. Et c'est vrai que comme le minimum légal détermine ce que chaque employeur doit faire au moins pour ses employés, libre à chacun de faire plus, de faire mieux. On a vu effectivement amélioration de la situation des gens à temps partiel, des bas salaires, la problématique des couvertures en cas d'invalidité de décès, des éléments importants. Maintenant, c'est un sujet relativement complexe.
Donc pour tout mettre en place, Patricia, quelle démarche proposes-tu? Alors, comme je vous l'ai indiqué, donc définir votre objectif par rapport à cette démarche. Je fais quelque chose, je fais rien du tout. Faire la photo de votre entreprise, connaître votre situation actuelle, donc savoir comment vous êtes assuré. Ce qui est important aussi, c'est de discuter avec les employés, parce qu'ils sont toujours assurés ailleurs, ils ont un copain qui est assuré ailleurs, tel plan de prévoyance. Donc, faites part aux discussions avec eux, ça peut ouvrir le dialogue. Et puis, regardez s'il faut améliorer le plan de prévoyance. Peut-être que vous l'avez déjà fait et il n'y a pas besoin de l'améliorer. C'est pour ça que je vous conseille de regarder en fonction de l'évolution de votre prévoyance, peut-être tous les 2 ans, est-ce que ça correspond toujours à l'état, à mes besoins? Est-ce que le plan de prévoyance est toujours conforme par rapport à ceci? Et puis, faites-vous aider parce que chacun a son métier, je dis toujours comme ça. Donc, ayez accès à des spécialistes qui seront là pour vous conseiller et puis trouver la meilleure solution en termes de prévoyance professionnelle. Très bien. Merci Patricia, ça me semble clair et très intéressant. Maintenant, on peut passer à vos questions. Si vous en avez, nous avons une dans la rubrique conversation. Comment savoir, Patricia, si les concubins sont couverts en cas de décès? Où trouver cette information? Très bonne question. Les concubins, comme je vous l'ai indiqué avant, sont, selon la loi, pas couverts. Toutefois, il faut vous référer à votre institution de prévoyance qui doit stipuler cette information, soit dans le règlement ou dans le plan de prévoyance, qui est le document en général que vous recevez à la maison. Et sur ce document, vous aurez les informations à savoir si les concubins sont soumis ou sont assurés et quels documents il faut remplir, parce qu'en général, il faut l'annoncer, ce concubin. Donc, quels documents il faut remplir et quelles sont les conditions. C'est les 2 seuls documents dans lesquels vous pouvez avoir cette information. Merci. Important cette couverture de concubins. Je crois savoir qu'on peut en avoir qu'un seul, donc il faut choisir. Une autre question. Aussi. Si le concubinage, c'est la même chose que le mariage. Exactement. Autre question, peut-on différencier les plans entre les employés et les membres de direction? Si oui, est-ce que cette différence peut être appliquée dans une structure de 3 employés et 1 membre de direction? Alors là, on va commencer à parler du fisc. Le fisc, en 1985, ne connaissait pas grand-chose au niveau de la prévoyance et puis il s'est intéressé beaucoup et il a édicté des ordonnances en quelque sorte. Et un membre de la direction qui est administrateur de l'entreprise ne peut pas être tout seul dans un plan de prévoyance parce que ça serait considéré comme un détournement d'argent ou des bénéfices de l'entreprise. Donc, lorsque vous devez constituer ou vous aimeriez constituer un plan de prévoyance presque sur mesure, faites-vous vraiment conseiller par les spécialistes qui vous pourront vous donner les règles à appliquer dans la mise en place d'un plan de prévoyance pour être conforme selon la loi et pas après avoir de mauvaises surprises. Le fisc revient 2 ans après en disant « Ah, c'est pas juste, vous n'avez pas eu le droit légalement de faire ceci ». Donc, faites-vous conseiller par rapport à ça. Oui, le conseil par des spécialistes, effectivement, c'est toujours très utile. Une nouvelle question. En cas de décès d'un célibataire, est-ce qu'il y a une restitution de capital aux héritiers? Et dans quelle mesure, comment se passe la restitution du capital en cas de décès d'un célibataire? Le célibataire qui décède, il a constitué quand même des avoirs.
de prévoyance. Donc, il a économisé avec son employeur jusqu'à aujourd'hui pour sa retraite. Et s'il décède, là, il faut aussi faire attention. Il faut regarder les règlements de prévoyance, mais au sein de Complea et Profelia, les institutions de retraite populaire, cet avoir est restitué aux héritiers. Donc, s'il n'a pas d'enfants, pas de parents, pas de conjoints, donc on va regarder dans les parentèles légales s'il y a quelqu'un. Donc, l'argent sera de toute façon restitué aux héritiers. Donc l'argent effectivement n'est jamais perdu et ne reste pas dans la caisse. Après, pour les pensionnés, peut-être petite précision pour les pensionnés, en cas de décès d'un pensionné, on va payer une rente au conjoint survivant. Là aussi, il y a la question des concubins. Les caisses aussi peuvent prévoir des concubins après la retraite. Mais c'est vrai qu'en cas de décès d'un pensionné célibataire sans concubin, là, la rente s'arrête, même si une seule rente a été payée. Là aussi, il faut regarder les différents règlements. J'ai peut-être encore une question. On parlait de répartition des cotisations entre l'employeur et les employés. En principe, c'est du 50-50. Chacun paye la moitié. Est-ce qu'on peut faire différemment ? Oui, on peut faire différemment. Comme tu l'as dit, 50-50, ça, on ne peut pas dire que mon employé prend 60% de la prime. Inversement, c'est tout à fait possible. Donc, si on reste dans le cadre légal des 50-50, on peut faire du 60-40 sans autre. L'employeur peut prendre plus à sa charge, sans autre. Eh bien, merci. Nous n'avons plus de questions dans les conversations dans le chat à ce stade. Nous sommes de toute façon à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter. Nous allons mettre après nos coordonnées de Patricia et de moi-même. Nous vous remercions d'avoir... une dernière question. Si un rentier à l'AVS Arte Populaire a choisi de toucher une rente à la place du capital, est-ce qu'on peut revenir en arrière? Donc quelqu'un qui arrive à la retraite a toujours ce choix. Il a dit qu'il voulait toucher une rente. Est-ce qu'il peut changer d'avis? Malheureusement pas. Pas avant de toucher sa première rente. Si c'est 3 jours avant, on peut s'organiser. Mais dès qu'il a pris la décision de toucher une rente, la première rente est versée, il ne peut pas revenir en arrière. Effectivement, choix important et définitif. Renseignez-vous là aussi dans vos différentes caisses de pension, dans les règlements de prévoyance, quels sont les délais pour la retraite, pour le choix du capital et de la rente. Nouvelle question. Justement, on parlait du délai. Quel délai choisir, la rente ou le capital? Ça, c'est vraiment les institutions de prévoyance qui ont dans leur règlement les informations, et renseignez-vous avant. Et comme je dis toujours, la retraite, ça se prépare. Donc, idéalement, il faut regarder quelques années avant quel est le choix qu'offre l'institution de prévoyance. Et puis, je compléterais, l'institution de prévoyance aussi on peut choisir entre rente ou capital. Et puis, certaines institutions de prévoyance, dans retraite populaire, vous pouvez prendre aussi une partie en rente, une partie en capital. Donc ça, c'est le règlement de la caisse de pension qui déterminera aussi quel montant vous avez le droit. Et puis, on me souffle dans l'oreillette qu'un webinaire dédié au choix entre rente et capital aura lieu la semaine prochaine. Si vous voulez y participer, vous trouvez toutes les informations sur notre site internet. Voilà, Patricia, nous n'avons plus de nouvelles questions. Merci à toutes et tous pour votre participation active. Nous espérons vous avoir donné des pistes de réflexion dans vos entreprises respectives. Et comme j'ai dit avant, restons à votre disposition. Si vous avez des questions, contactez-nous, c'est avec plaisir que nous y répondrons. Nous vous souhaitons une très bonne journée et un bon appétit. À tout bientôt. Au revoir, bonne journée. Bonne journée, au revoir.